de travail avec le président Boni Yayi. Les autorités en charge du pilotage des OMD au sein du gouvernement et travaillant en étroite collaboration avec les équipes du système des Nations Unies ont fait le point de l'état d'avancement des travaux liés aux atteintes des objectifs du millénaire pour le développement. Nous avons été appelés à une rencontre de travail, le système des Nations Unies, avec une partie du gouvernement, pour faire le point sur l'avancée pour les OMD au niveau du Bénin. Comme vous savez, il y a un programme sur 1000 jours qui a été élaboré avec l'ensemble des équipes pays du système des Nations Unies, sous le leadership du PNUD, et ils voulaient savoir avec les ministres sectoriels où on en était. Parce que le Bénin fait partie de ces quelques pays qui ont la possibilité d'atteindre certains de ces OMD. Donc, Monsieur le Président voulait s'assurer que nous étions bien en bonne ligne avec cela et que les actions nécessaires seraient prises de tous les côtés pour pouvoir y arriver. L'ancien président de la Cour constitutionnelle a été aussi reçu par le chef de l'État. Maître Robert Dossou a soumis au président Boni Yayi un projet conçu pour rendre hommage à une grande militante sénégalaise des droits de l'homme disparue le 27 septembre dernier. Il s'agit d'un hommage qu'il faut rendre à une figure africaine. Maître Mame Bassi Niang, ancien ministre sénégalais, la première femme sénégalaise à avoir été avocat, s'être inscrite au barreau de Dakar. Elle est décédée le 27 septembre dernier, grande militante des droits de la femme et des droits de l'homme, et également ayant apporté sa contribution en 1987 pour la préparation, 87 et 89, pour la préparation du sommet de la francophonie à Dakar. Alors je dois me retourner à Dakar bientôt pour voir avec certains militants des droits de l'homme comment organiser une journée en hommage à Maître Mame Bassi Niang. Je suis parti manœuvrer avec le chef de l'État. Je ne sais pas encore ce qu'on va solliciter du Bénin, mais je vais concocter l'organisation du comité pour préparer cet hommage-là avec d'autres personnalités qui m'attendent à Dakar. Avant de rejoindre son nouveau poste à Addis Abeba en Éthiopie, l'ambassadeur Naïm Akibou est venu recevoir du président Boni Yayi des instructions et sa feuille de route pour œuvrer au renforcement de la coopération entre le Bénin et l'Éthiopie. Comme tout ambassadeur avant son départ doit quand même se rapprocher du chef de l'État pour les instructions et recevoir sa feuille de route, il m'a vraiment tracé une feuille de route très abondante. Ce que je voudrais résumer, parce que c'est vraiment un très vaste chantier, ce que je peux résumer, c'est qu'il a dit l'ambassadeur du Bénin à l'Union africaine doit être très visible. L'ambassadeur du Bénin à Addis Abeba doit être un champion. Donc vous voyez, c'est une grande responsabilité, j'en suis conscient. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il a prié pour moi. Il a prié pour moi, donc c'est une grâce quand un chef d'État prie pour un citoyen. Juge à la Cour de justice de l'UEMOA depuis plus de 6 mois, Honora Adovi est venu féliciter le chef de l'État pour avoir été désigné par ses pairs président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Il en a profité pour faire un tour d'horizon des problèmes de la Cour de justice de l'institution régionale. Depuis environ 6 mois, je suis juge à la Cour de justice de l'UEMOA et depuis peu, le président de la République vient d'être porté à la tête de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Il était de bon ton que membre d'organes de l'UEMOA, et je viens de lui dire mes félicitations, mes admirations, et nous allons profiter pour faire un petit tour d'horizon sur l'UEMOA, essentiellement sur les problèmes de la Cour de justice de l'UEMOA. Précisons que l'ambassadeur du Bénin à l'UNESCO et la directrice générale de la Loterie nationale du Bénin étaient également au cabinet du chef de l'État. Ces différentes personnalités n'ont fait aucune déclaration à leur sortie d'audience. Voici l'acte qui vient conforter les relations entre le Bénin et l'Allemagne. Cette signature d'accord permet de réhabiliter la centrale hydroélectrique de Nagbeto. La cérémonie d'aujourd'hui se situe dans le cadre de l'appui de la coopération allemande au développement du secteur de l'énergie, qui constitue un secteur clé pour le développement économique du Bénin. À travers le présent accord cadre,
l'Allemagne met à la disposition du Bénin, par l'entremise de la coopération financière KfW, un montant de 7,5 millions d'euros, soit environ 4,92 milliards de francs CFA. Permettez-moi donc, en cette heureuse circonstance, de réitérer à vous-même, Monsieur l'ambassadeur, et au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la sincère gratitude du peuple béninois et de son gouvernement pour cet accompagnement permanent en vue de la réalisation des objectifs d'un développement durable et du bien-être social et économique des différentes couches de notre population. Je peux à cet égard vous assurer de l'attention toute particulière que le président de la République accorde au président Accor et des dispositions qu'il est en train de faire prendre afin que toutes les structures béninoises concernées travaillent sans désemparer pour le démarrage effectif des travaux en vue de la mise en œuvre de présent accord. Le présent accord porte sur un montant d'environ 5 milliards de francs CFA. Il vient en appui aux efforts déployés par le gouvernement béninois en vue de contribuer à la résolution du déficit en ressources énergétiques. Dans l'environnement des affaires, le Bénin passe du 175e rang au 174e. Pour mieux apprécier ce classement, Aurel Hungbeji remonte d'abord à la nature du rapport. Rappelons que le rapport Doing Business du groupe de la Banque mondiale examine les régulations qui affectent les différentes étapes de la vie d'une entreprise, allant depuis la création de l'entreprise, bien sûr, au commerce transfrontalier, en passant par le paiement des taxes et la réduction de l'insolvabilité. Sur 6 réformes engagées par le Bénin, seulement 2 ont été prises en compte par le rapport. Le Bénin aurait eu une meilleure image si les 4 autres avaient pesé, elles aussi, dans la balance. Alors, question, pourquoi ont-elles été écartées? Soit les réformes ont été prises très tardivement, soit les réformes ont été prises mais n'ont pas été appliquées effectivement, ou soit les réformes ont été prises et les statistiques qui doivent les justifier n'ont pas été concluantes. Malgré tout, le Bénin n'a pas démérité sur toute la ligne. Certains indicateurs le déclarent bien performant. La performance globale de notre pays s'explique cette année notamment par le gain de 13 positions selon l'indicateur création d'entreprise, ce qui confirme les 2 points gagnés l'année dernière. L'année dernière, nous avons gagné seulement 2 points pour cet indicateur. La progression de 16 rangs selon l'indicateur commerce transfrontalier, le Bénin se positionne aujourd'hui 119e sur 189 économies, alors que nous occupions la 135e place l'année dernière. Pour améliorer les performances du Bénin, le conférencier propose, entre autres, un combat contre la lourdeur administrative, un renforcement des prérogatives du CPI, Conseil présidentiel d'investissement, et un soutien total du gouvernement au CPI. En un mot, le progrès est encore timide et l'appréciation pour le Bénin est peut mieux faire. Puéricultrice, infirmière ou sage-femme spécialisée dans les soins du nouveau-né et de l'enfant. La puéricultrice a un rôle de prévention et de conseil en milieu hospitalier et préscolaire. Sa mission, suivre le développement psychomoteur, affectif et social de l'enfant dans son milieu de vie. La profession, créée en 1947, a été célébrée les 30 et 31 octobre lors des 2e journées ivoiriennes de la puériculture. Consultations foraines dans des quartiers précaires, conférences et animations de stands ont marqué la célébration. Thème développé, santé de la mère et de l'enfant, rôle de la puéricultrice. La vision de la santé en Côte d'Ivoire n'est pas seulement clinique. Elle appelle surtout à une synergie entre les services et la communauté, entre le public et le privé. Les puéricultrices, aux côtés des pédiatres et des parents, sont un atout incontournable pour la survie de la mère et de l'enfant. La première édition des Journées ivoiriennes de la puériculture s'est tenue il y a 15 ans, en 1998. L'Association des puéricultrices de Côte d'Ivoire espère institutionnaliser ces journées afin de promouvoir ce métier mal connu des populations.
Les linguistes préviennent. Des langues ivoiriennes pourraient disparaître car le nombre de locuteurs diminue. Or, la langue est le principal vecteur du patrimoine culturel. Il faut donc transmettre aux plus jeunes cet héritage linguistique pour préserver la soixantaine de langues ivoiriennes et pérenniser la diversité culturelle. Et si les enfants apprenaient leur langue maternelle à l'école? C'est très bon. Ça permet d'instruire les enfants, puis apprendre aussi comment parler avec leurs parents à la maison. Les enfants qui ne connaissent pas leur ethnie, qui ne savent pas parler leur ethnie, c'est un problème. Ça va permettre les autres aussi d'apprendre les cultures des autres. Parce que l'Agni, quand on va apprendre le Djoula, lui, il va comprendre aussi l'ethnie de son ami. Donc ça va l'arranger aussi. Des projets pilotes menés à l'intérieur du pays ont montré des résultats probants. L'apprentissage de la langue maternelle démultiplierait les facultés cognitives de l'enfant. D'autres initiatives existent, notamment un logiciel d'apprentissage du baoulé. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, soucieux de la préservation du patrimoine culturel, veut susciter davantage d'intérêt pour les langues nationales. L'enseignement de nos langues, le développement de leur potentiel expressif ainsi que leur accessibilité au grand public pourrait en faire des facteurs importants d'intégration, de développement et de cohésion sociale. Un atelier se tient donc à la Bibliothèque nationale. Des spécialistes réfléchissent à l'élaboration de méthodes d'enseignement pratiques et efficientes des langues ivoiriennes. La sortie du roi des Nzima donne droit à la purification de l'Odongolé. Cette première sortie de Sa Majesté Nana Amontanoué revêt un caractère mystique dans la société Nzima. L'Odongolé est l'élément central de toute la rythmique de la Bissa. Tous les instruments de musique reposent sur le sacré. La Bissa, à en croire les Nzima, n'est pas une danse qui a été apprise, mais elle est plutôt révélée. Et cette révélation a été faite à un membre de la famille Mbavile, dépositaire de la Bissa. La communauté Nzima est dans un système de choix, car elle célèbre la vie à la Bissa. Pendant 2 semaines, c'est-à-dire le Siedou ou la retraite de l'Odongolé d'une part, et le Gwazo ou la cérémonie de remise de l'Odongolé d'autre part, la Bissa a repris droit. À ce moment de la Bissa, danse sacrée d'Nzima, tous les féticheurs rentrent en bourse. Dès lors que l'on a les premières sonneries du Siedou, marquant le début d'une semaine de méditation, d'introspection et de bilan personnel avant l'entame du nouvel an Nzima, les Dongolais sortent. Les fétiches sont tous sans effet. Autant dans certaines pratiques religieuses on fait l'aspersion, la communauté Nzima trouve indiqué la Bissa pour en faire. L'utilisation du kaolin et des feuilles sont signes de blancheur et signes de pureté. L'eau bénite de la Bissa purifie la population. Au total, on fait la Bissa pour éloigner les malheurs et les calamités et donc pour célébrer la vie. L'événement était solennel et particulier. Pour la présidence de la République, cette cérémonie de remise de médailles est la marque de l'estime et le témoignage de la reconnaissance du service rendu à l'institution et à la nation elle-même après 10, 20 et 30 ans d'exercice quotidien. La médaille du travail que vous êtes décernée par l'État pour récompenser votre ancienneté et surtout votre fidélité à un seul et même employeur, la présidence de la République, devenue pour beaucoup d'entre vous une seconde famille. Et comme vous le savez tous, Son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, attache une attention particulière aux vertus du mérite, du travail bien fait, de la fidélité et de la loyauté. En effet, vous devenez désormais pour votre employeur des références et pour vos collègues travailleurs moins anciens et moins expérimentés, des modèles à suivre. Cela exigera de vous, évidemment, plus de rigueur, de probité et de respect du secret professionnel dans vos actes de tous les jours. 134 personnes ont reçu leur distinction. Désormais, pour les heureux bénéficiaires,
l'aube d'un jour nouveau s'annonce encore plus prometteuse. Les médailles symbolisent en effet la reconnaissance de l'État pour les efforts accomplis par chacun des collaborateurs de cette grande maison qu'est la présidence de la République. Au-delà de l'ancienneté, ces distinctions honorifiques mettent en avant les valeurs qui fondent une administration qui vise elle-même l'émergence. La probité, la disponibilité, la loyauté et la capacité à fixer et à obtenir des résultats. Aux heureux retraités, cette cérémonie se veut une consécration pour vous. Après plus de 30 années d'exercice, de constance et de fidélité à l'administration présidentielle, pour plusieurs d'entre vous, une nouvelle étape de votre vie s'annonce. Vous avez contribué à construire les bases des services dans lesquels vous avez travaillé. Qu'il me soit permis, au nom de Monsieur le Président de la République, de vous témoigner sa reconnaissance et de vous exprimer ses plus chaleureux remerciements. Sur le chemin du développement et du futur, l'expression de la volonté du chef de l'État pour l'avenir du pays est évidente à travers cet acte et cette précieuse médaille, source de motivation supplémentaire au travail. Sur instruction du président de la République Joseph Kabila, le gouvernement tient mordicus à réhabiliter l'avenue Ndjoku dans la commune de Kimbanseke. Cette avenue mène jusqu'à la résidence de l'ancien Premier ministre Antoine Gizenga. Nous allons stabiliser cette route du début à la fin. Le travail va se faire en deux phases. La première phase, c'est la stabilisation. Mais comme nous voulons aller dans la modernité, nous allons mettre ce qu'on appelle une couche. Donc on va avoir une couche pour parler simplement du goudron là-dessus pour permettre que la circulation se fasse dans de très bonnes conditions. Détermination également du FONER de mobiliser les fonds nécessaires pour financer ces travaux en Ndjoku. Donc ici nous sommes associés pour financer, contribuer au financement des drains, des caniveaux, des ouvrages d'assainissement qu'on va faire dans cette ville pour assurer sa pérennité. Vous savez, nous avons l'obligation constitutionnelle de permettre aux Congolais de jouir de leur patrimoine. Retour sur la nationale numéro 1 pour rejoindre l'effondrement d'Mpassa où les travaux de construction du Dalo se poursuivent sans relâche. Bientôt, c'est la reprise normale du trafic sur ce tronçon. Fridolin Kaswechi en sort satisfait. Content parce qu'il y a la pluie qui va bientôt s'intensifier. Le chemin critique est déjà passé. L'ouvrage fonctionne. Les restes, ce sont des travaux connexes, des remblayages de terre pour permettre le passage des véhicules. Le calvaire va céder la place au plaisir des automobilistes de circuler librement sur cette partie de la ville-province de Kinshasa. La dégradation du sol est un problème réel dans la ville-province Kinshasa et cela a pour conséquence les mauvais rendements agricoles dans les milieux périurbains, l'utilisation des engrais chimiques pour la production des légumes qui constituent l'aliment de base pour la population. C'est dans ce cadre qu'intervient le projet d'appui pour la production des fertilisants organiques avec le financement du programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre du Fonds mondial pour l'environnement PNUD. Ce projet va être considéré comme un projet pilote. Nous irons progressivement pour aider les partenaires qui veulent contribuer à la protection des sols. Projet exécuté par APISA, cette organisation locale va produire les fertilisants issus des déchets organiques du marché des Matete et distribuer aux maraîchers pouvant contribuer à la sécurité alimentaire et à lutter contre les maladies hydriques. Notre travail consiste à prendre le biodégradable et de les recycler. Le résultat qui sera obtenu à partir de deux sites, RVA et Kimpoko, pourront permettre à ce qu'on puisse agrandir. Les représentants de l'hôtel de ville, Basile Gaïta, directeur adjoint à TPK, a réitéré l'engagement du gouvernement provincial de soutenir la mise en exécution du dit projet.
jardin botanique de Kisontou dans les Bas-Congo est en train de retrouver toute sa splendeur touristique. Du nouveau matériel acheté sous fonds propres par la princesse Odette Manyema Kreping pour appuyer les travaux de réaménagement, de réhabilitation et d'embellissement de ces jardins les grands d'Afrique. Pour la princesse Odette Manyema Kreping, le jardin botanique de Kisontou doit répondre aux normes standards capables d'accueillir les touristes aussi bien nationaux qu'étrangers. Cette intervention de la princesse Odette Manyema Kreping s'inscrit dans le cadre d'un accord de partenariat qui a été signé entre l'État congolais à travers l'ICCN et la Chambre de commerce germano-congolaise dont la princesse Odette Manyema Kreping est présidente. La Chambre germano-congolaise assure la gestion du jardin botanique de Kisontou à travers son projet Promo Kisontou Garden. Ce projet a amorcé visiblement des travaux sur les terrains. Un minibus pour le transport du personnel a été mis à leur disposition pour mener à bien leur travail. Promo Kisontou Garden vise 4 axes du développement, entre autres l'aménagement, l'embellissement des sentiers, l'hébergement confortable et un centre informatique pour l'éducation des enfants. Avec sa position géographique située en plein cœur de la commune de la Gombe, siège des institutions nationales, la primature est un centre d'attraction. Elle abrite le bureau du Premier ministre et fait office de l'hôtel du gouvernement. Sur le plan historique, tous les anciens premiers ministres que le pays a connus ont travaillé dans ces bureaux situés sur l'avenue Roi-Baudouin. On comprend dès lors tous les soins que le Premier ministre Matata Ponyo accorde à la restauration de ces complexes de l'hôtel du gouvernement. En dehors de la salle Emery Lumumba, les 6 bâtiments dédiés à 6 premiers ministres sont représentatifs. Pour tout visiteur, il sera accueilli par le bâtiment Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ces bâtiments a une capacité de 22 personnes. D'autres bâtiments sont dédiés à Antoine Gizenga Fungi, Cyril Adoula, Jules Sambois, Vincent de Paul Lundaboulou et bien évidemment Augustin Matata Ponyo Mapon. Tous ces bureaux sont couverts de l'autoroute de l'information par les aspects technologiques du moment, notamment l'accès à l'Internet 24 heures sur 24. Rapprocher les administrés des gouvernants, c'est l'un des objectifs, si pas le principal, poursuivi par le projet de loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Le ministre de la fonction publique, Jean-Claude Kibala, l'a défendu ce jeudi devant l'Assemblée plénière du Sénat. Nous allons avoir une fonction publique provinciale qui sera gérée par l'exécutif provincial, donc les agents, les citoyens, les usagers vont être près de l'action, ils vont être près des gestionnaires de cette administration et au niveau central, exactement, nous allons avoir une administration très réduite que nous voulons mieux gérer. Le deuxième projet défendu par le ministre Kibala a trait au statut des agents de carrière des services publics de l'État. Ce projet entend combler le vide qui sera créé demain après la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État. Nous prévoyons, pour répondre à la préoccupation de 40% des agents et fonctionnaires de l'État éligibles à la retraite, d'une administration vieillissante. Il est difficile, si nous suivons la carrière, de pouvoir combler ces vides. Nous avons jugé utile d'introduire ce système de contractualisation, c'est-à-dire pour des services déterminés, nous allons engager des jeunes ici de l'université qui seront recrutés sur base de concours. Répondant sur le banc aux préoccupations des sénateurs, Jean-Claude Kibala a, entre autres, évoqué les difficultés rencontrées dans l'opération de recensement, mais des efforts sont faits en vue de la maîtrise des effectifs. Les 2 projets ont été soumis aux commissions permanentes pour une étude approfondie. Dès l'ouverture de la séance, le président du Sénat, Léon Kengodondo, a loué la bravoure des FRDC sur le front, sous les applaudissements de la salle. Selon l'Église, le lieu par excellence de la communion avec les saints est l'Eucharistie. À la paroisse de Williamsville à Djamé, le clergé, au cours d'une célébration, a insisté sur l'intérêt accordé à l'événement. La fête de Toussaint voulait simplement dire que tout ce que le canon romain n'énumère pas, l'Église pense à toutes ces personnes qui, dans le silence, dans le dévouement, ont mené une vie sainte sur cette terre et qui vivent dans la félicité de Dieu.
Un message basé sur les béatitudes à la communauté Sainte Dominique de Cocody. Le père Girma précise ces paroles qui donnent tout un sens à cette célébration. Bienheureux les pauvres de cœur, bienheureux les cœurs purs, bienheureux ceux qui adorent Dieu. C'est-à-dire, c'est l'appel vraiment lancé à tous les hommes pour leur salut, pour ceux qui croient à la transcendance. Prières et chants ont meublé la cérémonie à travers laquelle beaucoup de chrétiens nourrissent l'espoir d'un renouveau économique et social de la Côte d'Ivoire. Les témoins de ce renouveau se comptent parmi l'assemblée venue à la messe de Toussaint. Nous rendons gloire à tous ceux qui ont fait l'effort de suivre les traces du Seigneur par la tolérance, par une certaine sainteté, par beaucoup de pardon. Et je pense que c'est ces modèles-là que nous devons suivre. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il est certain que si nous faisons un effort dans ce sens, non seulement nous sommes des saints potentiels, mais une chose est certaine, nous servirons pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Après la crise qu'a connue le pays, aujourd'hui, nombre de chrétiens, conformément au message de la Toussaint, croient que la Côte d'Ivoire est sur le chemin de la transcendance et pour eux, seule la capacité et la croyance d'une vie après la mort sont gages d'un bonheur et d'un développement certain.